Géminicide pendant plus de 400 ans, la Grande-Bretagne a laissé une empreinte profonde en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parcourir, étape par étape, comment elle est passée de l'établissement de petits forts côtiers au XVIIe siècle à la domination de vastes territoires, l'exploitation des ressources et enfin l'effondrement de son empire. Beaucoup pensent que l'Empire britannique a apporté le progrès, le commerce et la civilisation au continent africain et que son retrait a été ordonné et presque inévitable. Mais l'histoire complète est bien plus complexe et beaucoup plus inconfortable. Derrière les discours sur la liberté et le développement, il y a eu l'esclavage massif, des guerres brutales, des camps de concentration et des frontières qui alimentent encore aujourd'hui des conflits. Pour vous raconter cette histoire, nous avons passé en revue des siècles de documents, de guerres, de traités et de témoignages. Nous allons diviser ce voyage en 5 phases. L'arrivée, l'ambition impériale, la résistance africaine, la chute de l'Empire et son héritage actuel. Et avant de commencer, chez Tiempos Sagrados, nous aimerions lire dans les commentaires d'où vous nous regardez dans le monde et à quelle heure de la nuit vous nous voyez. Au début du XVIIe siècle, l'Angleterre n'était pas encore l'empire dominant que nous associons aujourd'hui aux cartes teintées de rouge. C'était une puissance ascendante, ambitieuse, observant comment l'Espagne et le Portugal accumulaient des richesses grâce au commerce d'outre-mer. L'Afrique, à ce moment-là, n'était pas vue comme un continent à conquérir, mais comme une opportunité stratégique. En 1600, la Compagnie britannique des Indes orientales est fondée. Son objectif principal n'était pas l'Afrique, mais l'Asie, les épices, la soie, le thé. Cependant, pour arriver en Inde, les navires anglais avaient besoin de routes sûres, de points de ravitaillement et d'escales stratégiques. L'Afrique est alors devenue une pièce maîtresse de l'échiquier mondial. Mais tandis que la Compagnie des Indes orientales regardait vers l'Est, d'autres compagnies commerciales anglaises ont commencé à regarder vers l'ouest de l'Afrique. En 1660, sous le règne de Charles II d'Angleterre, la Royal African Company est créée. Sa mission officielle, commercer l'or, l'ivoire et d'autres produits en Afrique de l'Ouest. Sa mission réelle, contrôler et étendre la traite des esclaves vers les colonies américaines. La logique était simple et brutale. Les plantations des Caraïbes et d'Amérique du Nord avaient besoin de main-d'œuvre. Les peuples africains, piégés dans des réseaux de guerre, de capture et de commerce forcé, sont devenus le produit le plus rentable de l'Atlantique. La Royal African Company a détenu le monopole anglais de la traite des esclaves pendant des décennies. Ces navires y ont transporté des centaines de milliers d'Africains vers une vie d'esclavage dans les Amériques. À ce stade, l'Angleterre ne gouvernait pas encore de grands territoires africains. Elle n'en avait pas besoin. Il lui suffisait de contrôler des points stratégiques sur la côte et de négocier ou d'imposer des accords avec des intermédiaires locaux. Et c'est là que commence le véritable établissement britannique en Afrique. Dans l'actuel Ghana, connu alors sous le nom de Côte de l'Or, les Britanniques y ont construit et pris le contrôle de forteresses qui n'étaient pas de simples bâtiments militaires. C'étaient des centres de commerce humain. Le plus emblématique fut le Cape Coast Castle, passé aux mains des Britanniques au XVIIe siècle. Ces murs blancs face à la mer cachaient des cachots souterrains où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants étaient retenus avant d'être embarqués. Ces forts remplissaient 3 fonctions essentielles. Protection militaire contre les puissances rivales comme la Hollande et le Portugal. Centre de stockage d'or, d'ivoire et de personnes esclavisées, et point de négociation avec les élites africaines locales. Il est important de comprendre une chose. Dans cette phase, le pouvoir britannique en Afrique était côtier,
Ils ne pénétraient ne sait pas profondément à l'intérieur des terres. Ils ne gouvernaient pas de vastes territoires. Ils opéraient comme des commerçants armés, soutenus par la couronne. Mais chaque fort était une graine. Chaque contrat commercial était un lien. Chaque envoi d'esclaves renforçait l'économie britannique et augmentait sa capacité navale. Londres commençait à comprendre que l'Atlantique n'était pas seulement une route maritime, c'était un système économique intégré. Pendant ce temps, la Compagnie britannique des Indes orientales étendait son influence en Asie. Mais ces navires ne pouvaient atteindre l'Inde sans contourner le cap de Bonne-Espérance. Le cap, situé à l'extrémité sud de l'Afrique, était l'un des points stratégiques les plus importants au monde. Bien qu'au XVIIe siècle, il fut dominé par les Hollandais, les Britanniques comprirent que l'Afrique n'était pas seulement un marché. C'était un corridor mondial. Les routes africaines connectaient l'Angleterre, l'Afrique de l'Ouest, les Caraïbes, l'Amérique du Nord, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Le commerce est devenu un système intercontinental. Les profits de la traite négrière aidaient à financer l'expansion navale. L'expansion navale protégeait les routes vers l'Asie. Les routes asiatiques enrichissaient l'Angleterre. La richesse renforçait l'État. C'était un cercle qui commençait sur la côte africaine. Et bien qu'en 1700 la domination territoriale britannique en Afrique fût encore limitée, sa dépendance économique vis-à-vis du continent était de plus en plus grande. L'Afrique n'était plus un simple point sur la carte. C'était un engrenage essentiel du système impérial. Entre 1600 et 1700, la Grande-Bretagne n'a pas conquis l'Afrique au sens classique du terme. Elle n'a pas tracé de frontières internes ni imposé d'administrations coloniales étendues. Mais elle a fait quelque chose de plus subtil et de plus durable. Elle a créé une infrastructure commerciale. Elle a installé des enclaves fortifiées. Elle a établi des monopoles. Elle a normalisé le trafic humain comme moteur économique. Et surtout, elle a intégré l'Afrique dans un réseau économique mondial qui bénéficiait presque exclusivement à l'Europe. Ce qui a commencé comme du commerce allait devenir une domination. Ce qui a commencé comme des forts côtiers allait se transformer en colonies intérieures. Ce qui a commencé comme des contrats commerciaux allait finir en guerre impériale. Mais nous n'avons pas encore vu le pire, car au XVIIIe siècle, ce système côtier allait exploser en échelle. Les villes portuaires britanniques allaient s'enrichir comme jamais auparavant. Des millions d'Africains allaient être transportés de l'autre côté de l'océan. Et le commerce triangulaire allait transformer la souffrance humaine en moteur principal de la prospérité britannique. Ce qui s'est passé entre 1700 et 1807 n'était pas simplement du commerce. C'était une machinerie parfaitement conçue où 3 continents se sont retrouvés piégés dans un cycle de richesse et d'horreur. Mais ce qui est venu après n'était pas seulement plus de commerce. Ce fut le moment où la Grande-Bretagne a découvert qu'elle pouvait transformer la souffrance humaine en le moteur le plus rentable de la planète. Et quand cette machine a commencé à fonctionner, elle brassait tellement d'argent qu'elle a transformé des villes entières en Angleterre. La question est, comment conçoit-on un système où 3 continents dépendent du même cycle et où des millions de personnes se retrouvent apiégées et à l'intérieur? Entre 1700 et 1807, l'Empire britannique a cessé d'être un simple participant au commerce atlantique pour en devenir la pièce maîtresse. Ce qui n'était auparavant que des voyages isolés s'est transformé en un système organisé, répété encore et encore, jusqu'à devenir la base de la richesse britannique. Ce système a été connu sous le nom de commerce triangulaire. Le nom semble simple, presque technique. Mais derrière ce mot se cachait un cycle brutal qui connectait 3 continents.
D'Angleterre partaient des navires chargés de tissus, d'armes et de produits manufacturés. Ils arrivaient en Afrique de l'Ouest et échangeaient ces marchandises contre des personnes capturées. Ensuite, ils traversaient l'Atlantique lors du fameux « passage du milieu » et vendaient les Africains esclavisés en Amérique. Avec l'argent, ils achetaient du sucre, du coton ou du tabac et retournaient en Angleterre. Le triangle se refermait, et cela recommençait. Des villes comme Liverpool et Bristol ont grandi grâce à ce système. Liverpool, qui à la fin du XVIIe siècle était un petit port, s'est transformé en quelques décennies en l'un des centres commerciaux les plus actifs au monde. Ses quais se sont agrandis. Ses chantiers navals travaillèrent sans relâche. Des banques et des compagnies d'assurance sont nées pour financer les voyages et couvrir les risques. Chaque navire qui partait représentait un investissement. Chaque arrivée réussie signifiait d'énormes bénéfices. Au XVIIIe siècle, Liverpool en est venu à contrôler la majeure partie du commerce britannique d'esclaves. Des milliers de voyages sont partis de ces ports. Des familles entières ont bâti leur fortune avec ce business. Des maisons élégantes, des bâtiments publics, des institutions culturelles, beaucoup d'entre eux ont été financés par de l'argent provenant directement du commerce humain. La même chose s'est produite à Bristol, bien qu'à une échelle moindre. Les deux villes étaient la preuve visible que le système fonctionnait. Du moins pour ceux qui étaient au sommet. Mais pour comprendre ce que ce commerce a réellement signifié, il faut regarder de l'autre côté de l'océan. Des millions d'Africains ont été capturés, vendus et transportés de force vers les Amériques. Ce n'étaient pas des chiffres, c'étaient des personnes avec des noms, des histoires, des familles et des cultures. Beaucoup étaient pris lors de guerres locales, d'autres enlevés lors de rafles organisées par des trafiquants travaillant avec des réseaux internationaux. Une fois vendus aux Européens, ils étaient emmenés dans les forts côtiers où ils pouvaient passer des semaines ou des mois enfermés avant d'embarquer. Le voyage à travers l'Atlantique était un cauchemar. Les navires étaient conçus pour transporter le plus grand nombre de personnes possible dans le moins d'espace possible. Les hommes étaient enchaînés, allongés les uns à côté des autres, presque sans pouvoir bouger. L'air manquait. Les maladies se propageaient en vite. La déshydratation et la faim étaient en courantes. Beaucoup mouraient avant d'arriver en Amérique. Leurs corps étaient jetés à la mer. Cette étape du voyage était connue sous le nom de passage du milieu, et ce fut l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire moderne. On estime que des millions d'Africains ont été transportés par les Britanniques pendant cette période. D'autres millions sont morts avant d'arriver à destination. L'ampleur fut telle qu'elle a transformé la démographie de régions entières en Afrique et en Amérique. Dans les Caraïbes et dans les colonies américaines, les personnes esclavisées étaient vendues lors d'enchères publiques. Elles devenaient une propriété légale. Elles travaillaient dans des plantations de sucre, de coton et de tabac sous des conditions extrêmes. Le sucre, en particulier, est devenu un produit clé. Il était très demandé en Europe, et sa production dépendait presque entièrement du travail forcé. C'est ici que le triangle montre sa véritable force. Le sucre produit par les esclaves dans les Caraïbes arrivait en Angleterre et se vendait avec d'importants bénéfices. Une partie de ces gains finançait de nouveaux voyages en Afrique. Une autre partie était investie dans les industries locales. L'argent circulait à l'intérieur de l'Empire, renforçant son économie. Ce n'était pas un commerce marginal, c'était central. Les banques britanniques offraient des prêts pour financer les expéditions. Les assureurs couvraient les pertes de navires ou de cargaisons. Des entreprises textiles
produisait des tissus bon marché qui étaient ensuite échangés en Afrique. C'était un système connecté. Chaque secteur dépendait de l'autre. Le plus inquiétant est que ce système était normalisé. Ce n'était pas un secret. Ce n'était pas illégal. Il était défendu par des commerçants et des politiciens comme une partie nécessaire de la croissance nationale. Beaucoup le voyaient comme une source légitime de prospérité. La souffrance restait loin, de l'autre côté de l'océan. Ce qui arrivait en Angleterre, c'était des produits et de la richesse. Pendant plus d'un siècle, ce modèle a renforcé la Grande-Bretagne. Il lui a donné la puissance navale, l'influence internationale et la stabilité financière. Il a aidé à préparer le terrain pour la révolution industrielle. Une partie du capital qui a stimulé les usines et les nouvelles technologies avait ses racines dans ce commerce. Mais tout le monde n'était pas d'accord. À la fin du XVIIIe siècle, des voix critiques ont commencé à s'élever au sein même de la Grande-Bretagne. Des groupes religieux, des activistes et certains politiciens ont commencé à dénoncer la brutalité du système. Ils ont publié des récits de survivants. Ils ont montré des dessins illustrant comment les corps étaient entassés dans les navires. Ils ont organisé des campagnes pour changer la loi. La pression a grandi. Et en 1807, le Parlement britannique a approuvé l'abolition du commerce des esclaves. Il n'a pas aboli l'esclavage en soi, mais il a interdit aux navires britanniques de participer au trafic transatlantique. Ce fut un tournant historique. La nation qui avait été l'un des principaux acteurs du système le déclarait désormais illégal. Mais ici surgit une question inconfortable. Était-ce un acte purement moral, ou était-ce aussi une décision stratégique à un moment où la Grande-Bretagne avait déjà accumulé suffisamment de richesses et de puissance? Au moment où l'abolition fut approuvée, l'Empire c'était déjà fort. Sa marine dominait les mers. Ses villes portuaires avaient déjà grandi. Et surtout, le système avait déjà laissé une marque profonde en Afrique et en Amérique. Le commerce triangulaire n'a pas seulement déplacé de l'argent. Il a déplacé des populations entières. Il a brisé des structures sociales. Il a créé des inégalités qui existent encore. Et il a consolidé la Grande-Bretagne comme une puissance mondiale. Mais juste au moment où le commerce des esclaves fut aboli, quelque chose de curieux se produisit. La Grande-Bretagne commença à se présenter au monde comme la défenseur de la liberté, comme une nation moralement avancée, comme une puissance qui voulait désormais mettre fin à l'esclavage ailleurs. Comment est-elle passée de l'un des plus grands bénéficiaires du système à son ennemi proclamé? Parce que dans les décennies suivantes, le discours britannique a changé. Et ce nouveau discours allait ouvrir la porte à une expansion encore plus grande en Afrique. Ce qui a commencé comme du commerce allait se transformer en quelque chose de plus ambitieux, et ce qui fut présenté comme une mission morale cachait de nouvelles formes de contrôle. En 1807, le Parlement britannique a approuvé l'abolition de la traite des esclaves. Ce fut présenté comme un triomphe moral, comme le signe que le pays avait changé. Pendant plus d'un siècle, les navires britanniques avaient transporté des millions d'Africains vers les Amériques. Désormais, officiellement, cela s'arrêtait. La nouvelle fut célébrée dans les églises et sur les places publiques. Des politiciens parlèrent d'humanité et de justice. La Royal Navy commença à patrouiller l'Atlantique pour arrêter les navires qui continuaient à participer au trafic. La Grande-Bretagne commença à construire une nouvelle image, celle d'une nation luttant contre l'esclavage. Mais tandis que le commerce transatlantique était interdit, autre chose se passait. L'esclavage dans les colonies britanniques n'a été aboli qu'en 1833. Et lorsqu'il fut aboli, les propriétaires d'esclaves reçurent des compensations financières du gouvernement.
Les personnes esclavisées ne reçurent rien. De plus, beaucoup furent contraints de travailler pendant des années sous un système appelé apprentissage, qui maintenait en pratique des conditions très similaires à l'esclavage. Ici apparaît la première contradiction. La Grande-Bretagne parlait de liberté, mais son économie s'était déjà renforcée grâce à des siècles de travail forcé. Maintenant que la traite des esclaves était moins rentable et politiquement embarrassante, elle pouvait adopter une posture morale. Au même moment, elle recommença à regarder vers l'Afrique, mais plus avec le discours des commerçants. Désormais, le langage était différent. On parlait de progrès, de civilisation, d'apporter l'éducation et la religion chrétienne à des peuples qui, selon la vision européenne de l'époque, étaient arriérés. C'est ainsi qu'est né ce que beaucoup ont appelé la mission civilisatrice. L'idée était simple en apparence. Si la traite des esclaves avait été une erreur, alors la nouvelle relation avec l'Afrique devait se baser sur des valeurs morales. Au lieu de vendre des personnes, il fallait évangéliser. Au lieu de capturer, il fallait éduquer. Mais cette mission avait une autre face. Des missionnaires britanniques commencèrent à voyager à l'intérieur de l'Afrique. Ils fondaient des églises, des écoles et de petits établissements. Ils enseignaient le christianisme et promouvaient des changements culturels. Beaucoup croyaient sincèrement aider. Certains apprirent sur les langues locales et défendirent des communautés face aux abus. Mais leur présence ouvrit aussi des voies. Là où arrivait un missionnaire, un explorateur arrivait bientôt. Et là où arrivait un explorateur, les commerçants et les soldats ne tardaient pas. Des explorateurs comme David Livingstone devinrent des figures célèbres en Grande-Bretagne. Livingstone était médecin, missionnaire et voyageur. Il parcourut des régions du sud et du centre de l'Afrique qui étaient inconnues de la plupart des Européens. Ses récits furent publiés dans des journaux et des livres vendus en grande quantité. Dans ses écrits, il décrivait des paysages impressionnants, des fleuves immenses et des peuples aux cultures complexes. Il dénonçait aussi la traite des esclaves pratiquée par des trafiquants arabes en Afrique de l'Est. Il présentait sa mission comme une lutte contre cette forme d'esclavage. Mais parallèlement, ces voyages aidèrent à créer une image romantique de l'Afrique. Un continent vu comme mystérieux, plein de richesses naturelles et de terres à développer. Une terre qui, selon la vision européenne, avait besoin d'un guide. À Londres, la figure de Livingstone fut célébrée comme celle d'un héros. Il représentait l'idée que la Grande-Bretagne n'était pas seulement puissante, mais aussi morale. Elle n'était plus l'empire du commerce des esclaves, mais l'empire qui apportait la lumière dans les ténèbres. Cependant, ce récit cachait quelque chose d'important. Pendant que les missionnaires parlaient de foi et que les explorateurs dessinaient des cartes, le gouvernement britannique analysait les routes, les ressources et les positions stratégiques. L'intérieur de l'Afrique, qui semblait autrefois lointain et inaccessible, commençait à devenir plus familier. Et avec la connaissance vint l'intérêt. Des fleuves, comme le Nil et le Zambèze, cessèrent d'être seulement des noms exotiques. Ils devinrent de possibles routes commerciales. Les terres fertiles, ce n'étaient pas seulement de beaux paysages, c'étaient des opportunités agricoles. Les communautés locales n'étaient pas seulement des peuples à évangéliser. C'étaient des populations pouvant être intégrées dans des systèmes économiques contrôlés par l'Europe. C'est ici que l'hypocrisie devient la plus évidente. La Grande-Bretagne avait aboli la traite des esclaves et commençait à parler de liberté. Mais sa présence en Afrique ne diminua pas. Au contraire, elle s'approfondit. Il ne s'agissait plus seulement de forts côtiers. Désormais, l'intérêt portait sur l'intérieur. Le discours changea, mais l'objectif d'influence et de contrôle continua de croître. Beaucoup de Britanniques croyaient accomplir un devoir moral.
que l'expansion de leur culture et de leur religion était une façon d'aider. Mais cette idée partait d'une vision de supériorité. Elle considérait que les sociétés africaines devaient être transformées pour ressembler à l'Europe. La mission civilisatrice fut, en partie, un outil politique. Elle permettait de justifier la présence britannique dans de nouvelles régions. Elle permettait d'intervenir dans des conflits locaux sous la bannière de la protection ou de la moralité. Et elle préparait le terrain pour quelque chose de plus grand. Entre 1807 et 1850, la Grande-Bretagne n'avait pas encore lancé de conquête massive du continent. Mais elle en posa les bases. Elle créa des réseaux d'information. Elle établit des contacts. Elle construisit un récit où son expansion n'était pas de l'ambition, mais une responsabilité. Et ce récit fut puissant. Car lorsqu'un pays convainc sa propre population que son expansion est un acte moral, le soutien augmente. La résistance interne diminue et les décisions politiques deviennent plus faciles à justifier. Au même moment, d'autres puissances européennes observaient. La France, l'Allemagne et la Belgique regardaient aussi vers l'Afrique. Elles envoyaient aussi des explorateurs. Elles parlaient aussi de civilisation et de progrès. La différence est qu'en quelques décennies, cette compétition silencieuse se transformerait en une course ouverte. Ce qui a commencé comme des voyages individuels et des missions religieuses se transformerait bientôt en traités, en frontières tracées sur des cartes et en armées aux marchant vers l'intérieur. Et quand les puissances européennes décidèrent que l'Afrique n'était plus seulement un lieu à explorer, mais un territoire à diviser. Le continent allait être partagé comme un gâteau sur une table en Europe. La question n'est pas de savoir s'ils étaient prêts pour ce qu'ils allaient nous faire. La question est de savoir si l'Afrique était prête pour ce qui allait arriver. Entre 1880 et 1900, il s'est produit quelque chose qui a changé le destin de l'Afrique pour toujours. Pendant des siècles, les puissances européennes avaient contrôlé les zones côtières. Désormais, elles voulaient le continent complet. Pas seulement les ports, pas seulement les routes commerciales. Elles voulaient le territoire, les ressources et le pouvoir. On appelle cette période le « Scramble for Africa », la ruée vers l'Afrique. Ce fut une compétition rapide et agressive entre puissances européennes pour s'emparer du continent d'avant leurs rivales. Et la Grande-Bretagne était au centre de cette compétition. Tout explosa en 1884, lorsque le chancelier allemand Otto von Bismarck organisa la conférence de Berlin. Des représentants des principales puissances européennes se réunirent en Allemagne pour décider des règles du jeu. Aucun Africain ne fut invité. Aucun leader local ne fut consulté. Dans cette salle, des lignes furent tracées sur des cartes. Des zones d'influence furent reconnues. Il fut établi que quiconque occuperait physiquement un territoire pourrait le revendiquer. L'Afrique fut traitée comme un espace vide, comme si elle n'avait pas des millions d'habitants avec des cultures, des systèmes politiques et des frontières propres. La Grande-Bretagne arriva à cette conférence avec un avantage. Elle contrôlait déjà des territoires importants dans le sud de l'Afrique, des parties de la côte occidentale et des positions stratégiques dans le nord. Mais la France, l'Allemagne, la Belgique et le Portugal voulaient aussi leur part. La compétition devint intense. Pour la Grande-Bretagne, le continent n'était pas seulement une question de fierté. C'était stratégique. Contrôler l'Afrique signifiait sécuriser les routes vers l'Inde, protéger le commerce et garantir les matières premières pour son industrie. L'Empire était déjà puissant, mais il voulait être intouchable. C'est ici qu'apparaît une figure clé, Cecil Rhodes.
Rhodes était un homme d'affaires britannique qui fit fortune avec les diamants dans le sud de l'Afrique. Il fonda l'entreprise de Beers, qui en vint à contrôler une grande partie du marché mondial du diamant. Mais son ambition allait au-delà de l'argent. Rhodes rêvait d'un empire britannique qui s'étendrait du cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique, jusqu'au Caire, au nord. Une bande continue de territoires britanniques traversant le continent de bout en bout. Le projet du Cap au Caire n'était pas qu'une idée romantique. C'était un plan géopolitique. Si la Grande-Bretagne parvenait à unir ses colonies du Sud avec ses intérêts en Égypte, elle contrôlerait une ligne stratégique complète. Domination du commerce, domination militaire, domination politique. Pour y parvenir, il fallait occuper des terres dans le centre et l'est de l'Afrique avant que d'autres ne le fassent. Rhodes poussa l'expansion vers ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe et la Zambie. L'un de ces territoires porta même son nom, la Rhodésie. Pendant ce temps, la France progressait d'ouest en est. L'Allemagne, arrivée tard au partage colonial, prit des territoires dans l'est et le sud-ouest africains. La Belgique, sous le roi Léopold II, s'empara du Congo lors d'une des colonisations les plus brutales de l'histoire. Chaque puissance en voulait plus de terres, plus de ressources, plus de prestige. Le problème était que les plans se heurtaient. Si la Grande-Bretagne voulait une ligne nord-sud et la France une ligne ouest-est, leurs territoires se croisaient. La tension montait. En plusieurs points du continent, les troupes européennes furent sur le point de s'affronter directement. Dans de nombreux cas, les conflits n'étaient pas seulement diplomatiques, ils étaient militaires. Quand une puissance déclarait qu'un territoire était sien, elle envoyait des soldats. Si elle rencontrait une résistance locale, elle l'écrasait. Si elle rencontrait la présence d'une autre puissance, elle négociait ou menaçait. Le plus frappant est la vitesse. En à peine 20 ans, presque tout le continent africain fut divisé entre puissances européennes. Seule l'Éthiopie parvint à rester indépendante après avoir battu l'Italie à la bataille d'Adwa. Le reste passa sous contrôle étranger. La Grande-Bretagne consolida des colonies en Égypte, au Soudan, au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et dans d'autres régions clés. Elle ne gouvernait pas toute l'Afrique, mais elle contrôlait des zones stratégiques énormes. Le discours restait le même, civilisation, progrès, ordre. Mais désormais, le contrôle était direct. Des administrations coloniales étaient imposées, des impôts étaient perçus, des ressources minérales et agricoles étaient exploitées. Les frontières tracées en Europe ne respectaient ni les groupes ethniques ni les réalités locales. Des communautés entières furent divisées. Des rivaux historiques se retrouvèrent au sein d'un même territoire. La ruée vers l'Afrique ne fut pas un accident. Ce fut une compétition consciente pour le pouvoir mondial. Et la Grande-Bretagne joua avec l'avantage de sa marine, de son économie et de son expérience impériale. Mais cette expansion ne fut pas pacifique. Chaque territoire occupé signifiait une résistance. Chaque avancée signifiait un conflit. Et par endroits, la tension ne concernait pas seulement les peuples africains, mais aussi d'autres puissances européennes. Le rêve du Cap au Caire était de plus en plus proche, mais il y avait un obstacle majeur au nord. Le contrôle du Nil et de l'Égypte, car quiconque contrôlerait le Nil contrôlerait l'accès à la Méditerranée et au canal de Suez. Et quiconque contrôlerait le canal de Suez contrôlerait la route la plus rapide vers l'Inde. La Grande-Bretagne ne pouvait pas se permettre de perdre cet avantage. Alors que les lignes se dessinaient sur les cartes et que les drapeaux se plantaient sur de nouvelles terres, une région devint clé dans l'équilibre de l'Empire. L'Égypte et le Soudan n'étaient pas n'importe quel territoire.
Ils éteignent la porte entre l'Afrique et l'Asie. Ils éteignent le cœur de la stratégie impériale britannique. Et quand cette région commença à s'instabiliser, la Grande-Bretagne n'hésita pas à intervenir. Ce qui semblait être une course diplomatique se transformerait bientôt en campagne militaire, en bataille moderne et en affrontement avec d'autres puissances au bord de la guerre. Car le rêve d'un empire continu du sud au nord était sur le point de subir son épreuve la plus dure. Et au centre de tout se trouvait le fleuve le plus célèbre d'Afrique, le Nil. En 1882, la Grande-Bretagne fit un pas qui allait changer l'équilibre du pouvoir mondial. Ce ne fut pas une invasion présentée comme une conquête. Ce fut décrit comme une intervention temporaire. L'argument officiel était de restaurer l'ordre en Égypte, qui traversait une crise politique et financière, mais la raison réelle était bien plus claire. Le canal de Suez. Le canal de Suez était la route la plus courte entre l'Europe et l'Inde. Avant sa construction, les navires devaient contourner toute l'Afrique. Avec le canal, le voyage se réduisait de façon drastique. Pour l'Empire britannique, qui dépendait de l'Inde comme du joyau de la couronne, perdre le contrôle de cette voie était impensable. Lorsqu'une révolte nationaliste éclata en Égypte, menée par Ahmed Ourabi, Londres agit vite. Elle bombarda la ville d'Alexandrie et envoya des troupes. En quelques semaines, l'Égypte passa sous occupation britannique. Officiellement, elle faisait toujours partie de l'Empire ottoman. En pratique, elle était contrôlée par la Grande-Bretagne. Le contrôle du canal de Suez signifiait le contrôle de l'artère principale de l'Empire. C'était un point stratégique reliant l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et le protéger devint une priorité absolue. Mais l'Égypte ne suffisait pas. Plus au sud se trouvait le Soudan. Et là, un mouvement surgit qui allait défier directement le pouvoir britannique. Un leader religieux nommé Mohammed Ahmad se proclama le Mahdi, une figure messianique de l'islam. Des milliers de personnes rejoignirent sa cause. En 1885, ses forces battirent et tuèrent le général britannique Charles Gordon à Khartoum. Ce fut une humiliation publique pour la Grande-Bretagne. Pendant des années, le Soudan resta hors du contrôle britannique. Mais l'Empire n'oublia pas. Récupérer le territoire devint une question de fierté et de stratégie. Si le Nil était en danger, l'Égypte l'était aussi. En 1898, le général Horatio Kitchener mena une campagne pour reconquérir le Soudan. Cette fois, l'armée britannique ne comptait pas seulement sur la discipline. Elle comptait sur la technologie. La bataille décisive eut lieu à Omdurman. Les forces du Mahdi, armées pour la plupart de lances et d'armes anciennes, affrontèrent des troupes britanniques équipées de fusils modernes et de mitrailleuses Maxim. Ce qui se produisit fut un massacre. Des milliers de combattants soudanais moururent en quelques heures. Les mitrailleuses tiraient des centaines de balles par minute. C'était la guerre industrielle contre la guerre traditionnelle. La différence technologique fut brutale. Omdurman ne fut pas seulement une victoire militaire. Ce fut une démonstration de force. Cela montra au monde que l'Empire britannique n'avait pas seulement de l'ambition, mais des armes capables de détruire des armées entières avec une efficacité froide. Le Soudan fut incorporé comme un territoire administré par les Britanniques et les Égyptiens, bien que le contrôle réel fût entre les mains de Londres. Le Nil était sécurisé. Mais juste au moment où tout semblait sous contrôle, une nouvelle menace apparut. Non pas d'Afrique, mais d'Europe. La France avait aussi des ambitions sur le continent. Son plan était de s'étendre de l'Afrique de l'Ouest vers l'Est en traversant le continent. Cela signifiait qu'à un moment donné, ses troupes croiseraient les Britanniques. Ce point fut Fashoda,
En 1898, peu après la victoire d'Omdurman, une expédition française arriva à Fashoda, une localité stratégique sur le Haut-Nil. Quand Kitchener s'y rendit, il trouva le drapeau français flottant. Deux empires face à face. La tension fut extrême. En Europe, les journaux parlaient en de guerre. La fierté nationale était en jeu. La France ne voulait pas reculer. La Grande-Bretagne ne pouvait pas permettre de perdre le contrôle du Nil. Pendant des semaines, le monde fut au bord d'un conflit direct entre deux grandes puissances. Finalement, la France décida de se retirer. Elle n'était pas prête pour une guerre navale contre la Grande-Bretagne. L'incident de Fashoda se termina sans coup de feu entre Européens, mais il montra clairement une chose. L'Afrique n'était plus seulement un territoire lointain, c'était la scène où les puissances mesuraient dans leur force. Avec l'Égypte occupée, le Soudan reconquis et la France écartée, le rêve britannique de contrôler une ligne continue vers le nord était plus proche. Le Nil était sous domination impériale. Le canal de Suez sécurisé. La route de l'Inde protégée. Mais alors que Londres célébrait des victoires stratégiques, une autre réalité se développait au sud du continent. Là, ils ne faisaient pas seulement face à des leaders religieux ou à des puissances européennes. Ils affrontaient des peuples organisés, avec leurs propres armées, prêts à résister, car la domination britannique en Afrique n'avançait pas sans opposition. Chaque territoire conquis laissait des blessures. Chaque victoire militaire générait du ressentiment. Et au sud, deux conflits étaient sur le point de prouver que l'Empire n'était pas invincible. L'un opposerait les soldats britanniques à des guerriers zoulous qui avaient déjà prouvé leur capacité à battre des armées européennes. L'autre opposerait l'Empire à des colons européens qui ne voulaient pas se soumettre à Londres. Les guerres à venir ne seront pas de simples campagnes coloniales. Elles seront longues, sanglantes et humiliantes. Et pour la première fois dans cette histoire, l'Empire britannique sentira qu'il peut perdre. En 1879, l'Empire britannique était habitué à gagner. Il avait la marine la plus puissante du monde. Il avait des armes modernes. Il avait l'expérience des campagnes coloniales. Il croyait qu'aucune force africaine ne pouvait l'affronter en rase campagne. Puis vint Isandlwana. Le 22 janvier 1879, dans le sud de l'Afrique, une armée britannique bien équipée campait près d'une montagne nommée Isandlwana. Face à eux se trouvait le royaume zoulou, une nation organisée, avec une structure militaire disciplinée et des milliers de guerriers entraînés. Les Britanniques sous-estimèrent l'ennemi. Ils pensaient que leur technologie suffisait. Ils avaient des fusils modernes, de l'artillerie et une formation militaire européenne. Les Zoulous avaient dans des lances, des boucliers et leurs propres tactiques. Mais ils avaient aussi le nombre, la vitesse et une stratégie claire. Ce jour-là, environ 20 000 guerriers Zoulous lancèrent une attaque coordonnée. Ils encerclèrent le camp britannique en utilisant une formation connue sous le nom de « corne du buffle ». Ils attaquèrent par les flancs pendant que le centre pressait de front. Les Britanniques ne parvinrent pas à organiser une défense solide. La ligne se brisa, les munitions commencèrent à manquer. Et quand les Zoulous arrivèrent au combat, au corps à corps, l'avantage technologique n'eut plus d'importance. Plus de 1300 soldats britanniques moururent. Ce fut l'une des pires défaites subies par une puissance européenne face à une armée africaine au XIXe siècle. La nouvelle fut un choc à Londres. L'Empire qui se présentait comme invincible avait été battu par des guerriers avec des lances. Bien que des mois plus tard, la Grande-Bretagne soit revenue avec plus de troupes et ait fini par vaincre le royaume zoulou,
l'humiliation d'Isandlwana resta gravée. Elle prouva que la résistance africaine n'était ni faible, ni désorganisée. Elle était réelle. Et elle pouvait gagner. Mais le conflit le plus long et le plus brutal au sud ne fut pas contre les Zoulous. Ce fut contre les Boers. Les Boers étaient des descendants de colons hollandais établis en Afrique du Sud depuis le XVIIe siècle. Avec le temps, ils formèrent des républiques indépendantes à l'intérieur des terres, comme le Transvaal et l'État libre d'Orange. C'étaient des agriculteurs, profondément religieux, qui se méfiaient du contrôle britannique. Quand d'énormes réserves d'or et de diamants furent découvertes sur leur territoire, l'intérêt britannique grandit immédiatement. L'Afrique du Sud n'était plus une colonie de plus. C'était une source de richesse stratégique. La première guerre des Boers éclata en 1880. Elle fut brève et se termina par une victoire Boer. La Grande-Bretagne reconnut une certaine autonomie à leur république. Mais la tension ne disparut pas. En 1899 commença la seconde guerre des Boers. Cette fois, le conflit serait total. Au début, les Boers surprirent les forces britanniques. Ils utilisaient des tactiques de guérilla, bougeaient vite et connaissaient le terrain. Des sièges prolongés et des embuscades mirent de l'armée impériale en difficulté. Mais la Grande-Bretagne avait plus de ressources, plus d'hommes, plus d'argent. Pour briser la résistance, l'Empire changea de stratégie. S'il ne pouvait vaincre rapidement sur le champ de bataille, il attaquerait la base sociale des Boers. Ils commencèrent à détruire les fermes, brûler les cultures et tuer le bétail. L'objectif était de laisser sans soutien les combattants Boers qui luttaient dans la campagne. Puis vint la décision la plus sombre. Les autorités britanniques commencèrent à concentrer les femmes et les enfants Boers dans des camps fermés. Officiellement, c'étaient des camps de réfugiés. En pratique, c'étaient les premiers camps de concentration modernes. Les conditions étaient terribles. Manque de nourriture, eau contaminée, maladies comme la rougeole et la fièvre typhoïde se propageaient rapidement. Les tentes étaient surpeuplées, l'hygiène était minimale, des milliers moururent. On estime qu'environ 28 000 femmes et enfants Boers périrent dans ces camps. Et ils ne furent pas les seuls. Des camps furent aussi créés pour les Africains noirs qui avaient été déplacés par la guerre. Leurs conditions étaient encore pires, et pendant longtemps, leur souffrance fut ignorée dans les récits officiels. Le nombre total de morts dans les camps, entre Boers et Africains, dépasse les 28 000 personnes. C'étaient des civils, pas des combattants. Le scandale fut grand, même en Grande-Bretagne. Une activiste nommée Emily Hobhouse dénonça publiquement les conditions des camps. Ces rapports provoquèrent l'indignation et forcèrent le gouvernement à améliorer partiellement la situation. Mais le mal était fait. La guerre se termina en 1902 par une victoire britannique. Les républiques Boers furent incorporées à l'Empire. Des années plus tard, l'Union sud-africaine se formerait sous domination britannique. L'Empire gagna, mais à un prix élevé. Les guerres contre les Zoulous et les Boers prouvèrent une chose importante. La domination britannique en Afrique n'était ni propre ni rapide. Elle exigeait une violence extrême. Elle exigeait d'écraser des résistances organisées. Elle exigeait des mesures qui commençaient même en Europe à susciter des critiques. Isandlwana montra que l'Empire pouvait être battu. Les camps de concentration montrèrent jusqu'où il était prêt à aller pour gagner. Et pendant que le Sud brûlait dans la guerre, dans d'autres parties de l'Afrique, il y avait aussi de la résistance. Pas seulement contre la Grande-Bretagne, mais contre d'autres puissances européennes qui avançaient avec la même ambition.
Mais beaucoup de ces histoires n'apparaissent presque pas dans les livres occidentaux. En Afrique de l'Est, un mouvement spirituel parvint à unir des milliers de personnes contre la domination étrangère. En Afrique de l'Ouest, un leader bâtit un État fort pour freiner l'expansion européenne. Dans le Sud-Ouest, un peuple entier fut mené au bord de l'extermination. Et en Éthiopie, un empereur réussit ce que presque personne d'autre n'avait réussi: battre une puissance européenne lors d'une bataille décisive. La question est celle-ci: si l'Empire britannique était si puissant, pourquoi y eut-il tant de peuples prêts à tout risquer pour l'affronter? Parce que la résistance africaine ne fut pas un épisode isolé. Elle fut constante, et beaucoup de ces histoires sont sur le point d'apparaître au grand jour. Entre 1890 et 1920, alors que l'Europe se partageait l'Afrique sur des cartes et lors de conférences, le continent ne restait pas silencieux. Il y eut de la résistance. Il y eut de la guerre. Il y eut des leaders qui comprirent que ce qui était en jeu n'était pas seulement le territoire, mais l'avenir de leur peuple. Beaucoup de ces histoires n'apparaissent presque pas dans les récits traditionnels de l'Empire. Mais elles ont existé, et elles furent décisives. En Afrique de l'Ouest, l'un des plus grands défis pour l'expansion européenne fut Samori Touré. Né dans ce qui est aujourd'hui la Guinée, il réussit à bâtir un État fort et organisé à l'intérieur du continent. Ce n'était pas un leader improvisé. Il créa une armée disciplinée, établit des routes commerciales et développa une administration solide. Quand les Français tentèrent de s'étendre vers l'intérieur, ils se heurtèrent à une résistance réelle. Samori n'accepta pas de traité, réduisant son autorité. Pendant des années, il lutta contre l'avancée coloniale en utilisant des tactiques mobiles. Quand il perdait une ville, il se retirait, réorganisait ses forces et contre-attaquait. Il résista presque 2 décennies face à une armée moderne. Il fut finalement capturé en 1898 et exilé. Son empire tomba. Mais sa résistance prouva que la domination européenne ne fut pas une simple promenade de santé. Entre 1890 et 1920, alors que l'Europe se partageait l'Afrique sur des cartes et lors de conférences, le continent ne restait pas silencieux. Il y eut de la résistance. Il y eut de la guerre. Il y eut des leaders qui comprirent que ce qui était en jeu n'était pas seulement le territoire, mais l'avenir de leur peuple. Beaucoup de ces histoires n'apparaissent presque pas dans les récits traditionnels de l'Empire. Mais elles ont existé, et elles furent décisives. En Afrique de l'Ouest, l'un des plus grands défis pour l'expansion européenne fut Samori Touré. Né dans ce qui est aujourd'hui la Guinée, il réussit à bâtir un État fort et organisé à l'intérieur du continent. Ce n'était pas un leader improvisé. Il créa une armée disciplinée, établit des routes commerciales et développa une administration solide. Quand les Français tentèrent de s'étendre vers l'intérieur, ils se heurtèrent à une résistance réelle. Samori n'accepta pas de traité, réduisant son autorité. Pendant des années, il lutta contre l'avancée coloniale en utilisant des tactiques mobiles. Quand il perdait une ville, il se retirait, réorganisait ses forces et contre-attaquait. Il résista presque 2 décennies face à une armée moderne. Il fut finalement capturé en 1898 et exilé. Son empire tomba. Mais sa résistance prouva que la domination européenne ne fut pas une simple promenade de santé. Chaque kilomètre gagné fut disputé. En Afrique orientale allemande, dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, il se produisit quelque chose de différent, mais de tout aussi puissant. Entre 1905 et 1907 éclata la rébellion Maji-Maji. Ce fut une révolte contre la domination allemande
qui avait imposé le travail forcé et des exigences dues aux communautés locales. Le nom Maji Maji vient du mot eau en swahili. Un leader spirituel affirma que l'eau bénite pouvait protéger les guerriers des balles allemandes. Des milliers y crurent. Ce n'était pas seulement de la foi, c'était un mélange de désespoir et d'espoir. La rébellion unit différents groupes ethniques qui normalement ne luttaient pas ensemble. Pendant un moment, la domination coloniale sembla vaciller. Mais la réponse allemande fut brutale. Ils utilisèrent des tactiques de terre brûlée. Ils détruisirent les cultures, brûlèrent les villages et provoquèrent des famines. Alors que dans certaines régions, la domination européenne semblait absolue, dans l'est de l'Afrique, il y eut une exception notable. L'Éthiopie, sous le leadership de l'empereur Ménélique II, réussit ce que presque personne d'autre ne réussit. L'Italie, une puissance européenne jeune et ambitieuse, tenta de faire de l'Éthiopie une colonie. Elle signa un traité avec Ménélique qui, selon la version italienne, transformait le pays en protectorat. Mais la version en amharique du traité ne disait pas la même chose. Ménélique rejeta l'interprétation italienne. Quand l'Italie décida d'imposer sa version par la force, l'Éthiopie se prépara à la guerre. En 1896, à la bataille d'Adwa, l'armée éthiopienne battit les forces italiennes. Ce fut une victoire claire. Une armée africaine battait une puissance européenne en rase campagne. L'Éthiopie maintint son indépendance. Adwa devint un symbole de fierté et de résistance non seulement pour l'Éthiopie, mais pour tout le continent et la diaspora africaine. Cela prouva que l'expansion européenne n'était pas inévitable. Mais la plupart des résistances ne se terminèrent pas par une victoire. Samori fut battu. La rébellion Maji Maji fut écrasée. Les Herero et les Nama subirent une tragédie dévastatrice. Beaucoup d'autres révoltes dans différents territoires furent étouffées dans la violence. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et d'autres puissances consolidèrent leur contrôle. En 1920, presque tout le continent était sous domination coloniale. Mais il y a un point important. La résistance ne disparut pas. Elle changea de forme. Là où il y avait auparavant des armées y organisées, des mouvements politiques commencèrent à surgir. Là où il y avait des leaders militaires, commencèrent à apparaître des leaders intellectuels et des activistes. La lutte ne s'arrêta pas, elle se transforma, et pendant que les puissances célébraient leur domination territoriale, elles construisaient quelque chose qui aurait des conséquences à long terme. Elles ne prirent pas seulement les terres, elles prirent les ressources. Car une fois le contrôle politique assuré, l'étape suivante fut économique. Le véritable objectif n'était pas seulement le drapeau, c'était l'or, c'était les diamants, c'était le caoutchouc, c'était le travail bon marché. Le pouvoir impérial ne tenait pas seulement grâce aux cartes peintes en rouge. Il tenait grâce à la richesse extraite du sol africain et envoyée en Europe. Et voici la partie que presque personne ne connecte. Les guerres, les rébellions et les génocides ne furent pas des accidents isolés. Ils firent partie d'un processus pour assurer quelque chose de bien plus grand. Un système économique. Un système où le continent n'était pas seulement gouverné, il était exploité de manière systématique. Après avoir écrasé la résistance et sécurisé le territoire, que croyez-vous qu'ils firent de tout ce qu'il y avait sous cette terre? Car ce qui vint après ne fut pas seulement une administration coloniale, ce fut une fièvre d'extraction. Et cette fièvre allait changer pour toujours la relation entre l'Afrique et la Grande-Bretagne. Entre 1870 et 1950, la domination britannique en Afrique cessa d'être seulement politique ou militaire. Elle devint économique.
Si le siècle précédent avait été celui de la conquête, celui-ci fut celui de l'extraction. Le continent n'était pas vu comme un foyer pour des millions de personnes. Il était vu comme une réserve immense de ressources prêtes à être exploitées. Tout commença par une fièvre. En 1867, on découvrit des diamants à Kimberley, dans le sud de l'Afrique. Ce qui semblait être une trouvaille isolée devint une course. Des milliers de chercheurs arrivèrent avec l'espoir de devenir riches. Bientôt, le désordre initial fut remplacé par de grandes compagnies qui commencèrent à contrôler la production. Ici apparaît une entreprise clé, De Beers. Fondée par Cecil Rhodes et d'autres entrepreneurs, De Beers réussit à monopoliser la production de diamants dans la région. En peu de temps, elle contrôlait la majeure partie du marché mondial. Elle n'extrayait pas seulement des pierres précieuses, elle contrôlait leur distribution, leur prix et leur récit. Les diamants cessèrent d'être de simples minéraux. Ils devinrent le symbole du luxe, de l'amour et du statut. Mais derrière cet éclat, il y avait une autre réalité. Les mines de Kimberley n'étaient pas des endroits romantiques. C'était un des espaces de travail durs, dangereux et contrôlés. Des milliers de travailleurs africains étaient obligés de vivre dans des enclos fermés, sous surveillance stricte, pour éviter le vol de diamants. Ces enclos fonctionnaient presque comme des prisons. Les travailleurs ne pouvaient pas sortir librement, leurs mouvements étaient contrôlés. Le modèle de Kimberley ne fut pas une exception. Ce fut un schéma. Peu après la découverte des diamants, on trouva de l'or au Transvaal. L'or transforma encore plus l'économie du sud de l'Afrique. Des villes comme Johannesburg grandirent dans l'art rapidement. Les banques britanniques investirent des millions. L'Empire avait désormais un intérêt direct à maintenir le contrôle. Mais l'extraction de l'or exigeait une main-d'œuvre massive et bon marché. Pour garantir des travailleurs, les autorités coloniales imposèrent des taxes aux populations africaines. Des taxes qui ne pouvaient être payées qu'avec de l'argent. Et la seule façon d'obtenir cet argent était de travailler dans les mines ou les plantations contrôlées par les Européens. C'était une pression indirecte, mais efficace. Dans d'autres régions du continent, le modèle fut similaire. Au Kenya, des terres fertiles furent expropriées pour les colons britanniques. Les communautés locales furent déplacées vers des zones moins productives. Pour survivre, beaucoup devaient travailler dans les plantations européennes pour des salaires misérables. Au Nigeria et au Ghana, on réorganisa la production agricole pour servir le marché européen. Le cacao, l'huile de palme et d'autres produits étaient cultivés pour l'exportation. Les économies locales se transformèrent pour satisfaire la demande britannique. En Afrique de l'Est, le travail forcé devint un outil commun. Dans certaines colonies, des hommes étaient obligés de travailler sur des projets d'infrastructures, comme des routes et des chemins de fer, dans des conditions dures et avec peu de compensation. Le chemin de fer de l'Ouganda, par exemple, fut présenté comme un symbole de progrès. Il connectait l'intérieur à la côte. Il facilitait le commerce, mais il facilitait aussi l'extraction. Il permettait de transporter les matières premières vers les ports d'où elles étaient envoyées en Europe. Chaque voie ferrée, chaque port agrandi, chaque mine ouverte avait un objectif clair. Sortir la richesse du continent. Et cette richesse ne revenait pas dans la même proportion. La Grande-Bretagne construisit des usines, finança des banques, renforça son industrie. Une partie du capital qui stimula son développement industriel provenait directement des ressources africaines. Pendant ce temps, beaucoup de régions africaines restèrent piégées dans des économies dépendantes, centrées sur un seul produit. Le système était conçu pour bénéficier au centre impérial. Les ressources sortaient, les décisions se prenaient à Londres.
Les prix se fixaient sur les marchés européens. Les populations locales avaient peu de contrôle sur leur propre destin économique. Le plus dur est que cette exploitation n'était pas toujours visible comme une violence ouverte. Ce n'était pas une bataille comme Omdurman. Ce n'était pas une guerre comme contre les Boers. C'était une structure, un système légal et administratif qui faisait paraître normal l'extraction constante. Mais le coût humain fut réel. Travailler dans des mines profondes était dangereux. Éboulements, maladies pulmonaires, accidents. Beaucoup de travailleurs vivaient loin de leur famille pendant des mois ou des années. Les communautés traditionnelles se fragmentèrent. La migration de travail changea la structure sociale de régions entières. De plus, les frontières coloniales obligèrent différents groupes à cohabiter sous un même système imposé. Dans certains cas, les autorités coloniales favorisèrent certains groupes par rapport à d'autres pour faciliter le contrôle. Cela sema des tensions qui dureraient des décennies. Entre 1870 et 1950, le continent fut transformé économiquement. Pas pour son propre bénéfice, mais pour alimenter un système impérial global. Et pourtant, pendant que la richesse affluait vers l'Europe, le monde changeait. En 1914 éclata la Première Guerre mondiale. Et pour la première fois, des millions de soldats de différents empires furent appelés à lutter dans un conflit mondial. L'Afrique ne resta pas à l'écart. Les colonies britanniques envoyèrent des troupes. Des hommes africains luttèrent sur les fronts européens et africains. On leur promit de la reconnaissance, des droits, peut-être des réformes. Quand la guerre se termina, ces promesses ne furent pas pleinement tenues. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. À nouveau, ressources et soldats africains furent mobilisés pour défendre un empire qui parlait de liberté face au fascisme. Mais ici apparaît la grande contradiction. Comment la Grande-Bretagne pouvait-elle lutter pour la liberté en Europe, tout en maintenant des colonies sous contrôle en Afrique? Après des décennies d'exploitation économique et de sacrifices dans des guerres mondiales, une nouvelle génération africaine commença à poser cette question à voix haute. L'Empire restait fort, mais il n'était plus incontestable. Car quand les personnes qui ont été exploitées ont aussi été armées et entraînées lors de guerres mondiales, quelque chose change. La loyauté commence à se briser, et l'idée d'indépendance cesse de paraître impossible. Entre 1914 et 1945, le monde entra en guerre 2 fois. Et bien que ce soit souvent raconté comme une histoire européenne, l'Afrique y fut profondément impliquée. Pas comme spectatrice, mais comme participante. Quand commença la Première Guerre mondiale en 1914, l'Empire britannique appela ses colonies. Il avait besoin de soldats, de travailleurs et de ressources. L'Afrique répondit. Des centaines de milliers d'hommes africains furent recrutés pour lutter sous le drapeau britannique. Des millions d'autres travaillèrent comme porteurs, transportant les fournitures lors des campagnes militaires à l'intérieur même du continent. En Afrique de l'Est, par exemple, les forces britanniques et allemandes s'affrontèrent pendant des années. La guerre ne se limita pas aux tranchées européennes. Elle eut lieu aussi dans les jungles et les savanes africaines. Les porteurs marchaient des centaines de kilomètres portant nourriture, armes et équipements. Beaucoup moururent de maladies, d'épuisement ou de faim. On dit aux soldats africains qu'ils luttaient pour la liberté, pour défendre l'Empire, pour protéger la civilisation. Mais cette liberté n'incluait pas la leur. Quand la Première Guerre mondiale se termina en 1918, la Grande-Bretagne sortit victorieuse. L'Allemagne perdit ses colonies en Afrique. Et ces colonies furent partagées entre les puissances victorieuses. Au lieu de réduire le domaine colonial, la guerre l'étendit.
Mais quelque chose avait changé. Les hommes qui rentraient chez eux n'étaient plus les mêmes. Ils avaient vu le monde. Ils avaient lutté aux côtés des Européens. Ils avaient entendu des discours sur la démocratie et les droits. Et ils commencèrent à se poser des questions. Si nous risquons notre vie pour l'Empire, ne méritons-nous pas quelque chose en retour? Durant les années 20 et 30, une nouvelle génération de leaders africains commença à grandir. Certains avaient étudié dans des universités britanniques, d'autres étaient des vétérans de guerre. Ils commencèrent à former des associations, des syndicats et des mouvements politiques. Ils ne demandaient pas encore l'indépendance totale dans tous les cas. Ils demandaient des réformes, une plus grande participation, l'égalité devant la loi. Mais le système colonial n'était pas conçu pour partager le pouvoir réel. La Grande-Bretagne répondit par des changements limités. Conseil consultatif, petites réformes. Mais le contrôle principal restait entre les mains britanniques. Puis arriva la Seconde Guerre mondiale en 1939. Cette fois, le conflit fut encore plus grand. Le nazisme et le fascisme menaçaient l'Europe. La Grande-Bretagne appela à nouveau ses colonies. De nouveau, l'Afrique répondit. Plus d'1 million d'Africains servirent dans les forces britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Ils luttèrent en Afrique du Nord contre les forces de l'Allemagne et de l'Italie. D'autres furent envoyés en Asie. Beaucoup travaillèrent dans les usines et les plantations pour soutenir l'effort de guerre. À nouveau, on parla de liberté, de défendre le monde contre la tyrannie, de lutter pour un futur meilleur. Et à nouveau surgit la contradiction. Comment la Grande-Bretagne pouvait-elle lutter contre l'occupation allemande en Europe tout en maintenant l'occupation en Afrique? Cette question commença à se faire plus pressante. En 1941, le Premier ministre Winston Churchill signa avec le président américain Franklin D. Roosevelt la Charte de l'Atlantique. On y parlait du droit des peuples à choisir leur propre gouvernement. Le document ne mentionnait pas explicitement les colonies africaines. Mais beaucoup de leaders africains le lurent avec attention. Si le droit à l'autodétermination était un principe, pourquoi ne s'appliquait-il pas à l'Afrique? Après 1945, le monde n'était plus le même. L'Europe était dévastée. La Grande-Bretagne avait gagné la guerre, mais elle était économiquement affaiblie. Sa dette était énorme. Son armée était épuisée. Pendant ce temps, en Afrique, le nationalisme grandissait. Dans la Côte de l'Or, qui deviendrait plus tard le Ghana, surgirent des mouvements politiques exigeant l'indépendance. Au Nigeria, au Kenya et dans d'autres territoires, des intellectuels et des activistes organisaient des partis et des journaux. L'idée que la domination britannique était permanente commença à s'effondrer. Beaucoup de vétérans africains revinrent avec une nouvelle confiance. Ils avaient combattu dans des guerres globales. Ils savaient que l'Empire n'était pas invincible. Ils avaient vu l'Europe en ruine. Elle ne semblait plus être un modèle intouchable. Les promesses faites durant la guerre ne furent certes pas tenues, comme beaucoup l'espéraient. Il n'y eut pas d'indépendance immédiate. Il n'y eut pas d'égalité pleine. Dans certains endroits, la répression augmenta pour contenir les demandes. Mais le changement était déjà en marche. Le nationalisme africain ne naquit pas en un seul moment. Ce fut le résultat de décennies d'expériences coloniales, d'exploitation économique et de participation à des guerres qui n'étaient pas les leurs. Les guerres mondiales accélérèrent le processus. Elles donnèrent de l'expérience militaire, une conscience politique et des réseaux internationaux. La Grande-Bretagne tenta de maintenir le contrôle par des réformes graduelles. Mais chaque année qui passait, il était plus difficile de justifier la domination coloniale face à une population qui avait versé son sang
au nom de l'Empire. De plus, le contexte global avait changé. Les États-Unis et l'Union soviétique émergèrent comme superpuissances après 1945. Tous deux critiquaient, de différentes manières, le colonialisme européen. La pression internationale augmentait. L'Empire britannique restait grand sur la carte, mais il perdait de la force de l'intérieur et de l'extérieur. Et alors, il se produisit quelque chose de symbolique. En 1947, l'Inde, la joya de l'Empire, obtint son indépendance. Si la colonie la plus importante pouvait s'en aller, qu'est-ce qui empêchait les Africaines de suivre le même chemin? Cette question commença à résonner sur tout le continent. Ce qui, pendant des décennies, semblait impossible, semblait désormais proche. Mais l'indépendance n'arriverait pas de manière uniforme ni pacifique dans tous les cas. Dans certains endroits, il y aurait de la négociation, dans d'autres, de la violence. Car l'Empire ne disparaît pas simplement par volonté. Il résiste. Et quand il tente de se maintenir alors que le monde change, la tension devient inévitable. La question n'était plus de savoir si l'Afrique s'indépendantiserait. La question était de savoir quand et à quel coût. Car après 2 guerres mondiales et des décennies de promesses rompues, le vent tournait. Et cette fois, il soufflait fort. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique n'était plus le même. Il avait gagné la guerre, mais il était épuisé. Son économie était affaiblie. Ses vieilles villes avaient été bombardées. Et surtout, le monde avait changé. En 1947, il se produisit quelque chose qui ébranla tout le système impérial. L'Inde, la colonie la plus précieuse de la Grande-Bretagne, obtint son indépendance. Pendant des décennies, elle avait été appelée la joyale de la couronne. Si l'Inde pouvait se libérer, alors rien n'était intouchable. En Afrique, les leaders nationalistes observèrent avec attention. L'indépendance indienne ne fut pas parfaite. Il y eut division et violence avec la création du Pakistan. Mais le message était clair. L'Empire pouvait se briser. À partir de ce moment, l'élan pour l'indépendance en Afrique cessa d'être un rêve lointain. Il devint un objectif réel. Dans la Côte de l'Or, en Afrique de l'Ouest, un homme nommé Kwame Nkrumah commença à mobiliser la population. Éduqué à l'étranger et profondément influencé par les idées de liberté et d'autodétermination, Nkrumah organisa des campagnes politiques massives. Il ne demandait pas de petites réformes. Il demandait l'indépendance totale. En 1957, la Côte de l'Or devint le Ghana, le premier territoire africain subsaharien à obtenir l'indépendance de la domination britannique au XXe siècle. Ce fut un moment historique. Les foules célébrèrent dans les rues. Nkrumah déclara que l'indépendance du Ghana n'avait aucun sens à moins qu'elle ne soit le début de la libération de tout le continent. Et ce fut le cas. Après le Ghana, d'autres territoires commencèrent à avancer. Le Nigeria, la Sierra Leone, la Tanzanie. En peu d'années, la carte africaine commença à changer. Les drapeaux britanniques furent remplacés par de nouveaux drapeaux nationaux. Mais la décolonisation ne fut pas la même partout. Au Kenya, le processus fut beaucoup plus violent. Là-bas, une grande partie des terres fertiles avait été remise à des colons britanniques. Les communautés locales, spécialement les Kikuyu, avaient été déplacées. Le ressentiment grandit pendant des décennies. Dans les années 50, un mouvement connu sous le nom de Mau Mau commença une campagne armée contre la domination coloniale. Le gouvernement britannique répondit en déclarant l'état d'urgence en 1952. Ce qui suivit fut une répression brutale. Des dizaines de milliers de personnes furent détenues. On établit des camps de détention où les suspects étaient interrogés,
battus et dans de nombreux cas torturés. Des villages entiers furent relocalisés dans des établissements surveillés. Le discours officiel parlait de restaurer l'ordre, mais la réalité fut une guerre sale. La violence ne fut pas seulement contre les combattants armés, elle atteignit aussi les civils. Des milliers moururent durant le conflit. Le chiffre exact reste débattu, mais l'impact fut profond. La guerre Mao-Mao montra que la Grande-Bretagne n'était pas prête à partir facilement quand ses intérêts étaient en jeu. Et pourtant, même au Kenya, le processus se termina par l'indépendance et en 1963. Pendant ce temps, à Londres, le débat était intense. Certains politiciens comprenaient que l'Empire n'était plus viable. D'autres voulaient résister au changement. En 1960, le premier ministre britannique Harold Macmillan prononça en Afrique du Sud un discours qui marqua un moment symbolique. Il dit qu'un vent de changement soufflait à travers le continent africain. Il reconnut publiquement que le nationalisme était une force irrésistible. Ce discours ne fut pas un acte de générosité, ce fut une reconnaissance de la réalité. La Grande-Bretagne n'avait plus les ressources ni le soutien international pour maintenir un empire comme avant. De plus, la guerre froide avait commencé. Les États-Unis et l'Union soviétique rivalisaient pour l'influence dans le monde. Maintenir des colonies pouvait pousser les nouveaux États indépendants vers le bloc rival. Ainsi, l'Empire commença à se retirer. Entre 1957 et 1965, une vague d'indépendance transforma l'Afrique. Le Ghana, le Nigeria, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et bien d'autres territoires obtinrent de la souveraineté. Les cérémonies étaient solennelles. Les drapeaux changeaient. Les discours parlaient d'un nouveau départ. Mais l'indépendance ne signifiait pas que tous les problèmes disparaissaient. Les frontières tracées en Europe étaient toujours là. Les économies conçues pour exporter des matières premières dépendaient toujours du marché extérieur. Les systèmes politiques créés sous domination coloniale n'étaient pas toujours prêts à gérer la diversité interne. Malgré tout, le changement fut réel. En à peine 2 décennies, l'Empire britannique en Afrique passa d'une structure solide à un souvenir en recul. Ce qui pendant des siècles avait été présenté comme une mission civilisatrice, comme un devoir moral, comme un projet éternel, finit par céder devant la pression de peuples qui exigeaient de se gouverner eux-mêmes. Mais il y a une chose que l'on oublie souvent. Le retrait britannique ne fut pas toujours propre, il ne fut pas toujours transparent. Dans certains cas, avant de partir, les autorités coloniales détruisirent des documents, cachèrent des archives et effacèrent les traces des abus commis pendant des décennies. Et dans certains territoires, la violence ne s'arrêta pas avec l'indépendance. Car alors que le bas vent de changement soufflait en public, en privé se livraient encore des batailles pour maintenir le contrôle le plus longtemps possible. Si l'Empire acceptait que le changement était inévitable, pourquoi dans certains lieux lutta-t-il jusqu'au dernier moment? Parce qu'à la fin de la domination britannique, il y eut des opérations secrètes, des camps cachés et des décisions qui n'apparurent pas dans les discours officiels. Et ce qui se passa durant ces dernières années ne fut pas un retrait élégant. Ce fut une guerre silencieuse pour protéger l'image de l'Empire avant de disparaître. Entre 1952 et 1963, alors qu'à Londres, on parlait du vent de changement et de la fin de l'Empire, dans certaines colonies britanniques, le retrait ne fut pas pacifique. Il fut violent, il fut secret, et pendant des décennies, il fut nié. Le Kenya en est le cas le plus clair. En 1952, le gouvernement britannique déclara l'état d'urgence face au soulèvement Mau Mau.
Le mouvement était composé en majorité de membres du peuple Kikuyu qui réclamaient des terres, des droits politiques et la fin de la domination coloniale. Pour Londres, ce n'était pas une lutte politique. C'était une menace terroriste qui devait être éliminée. La réponse fut massive. Des milliers de soldats britanniques furent déployés. On organisa des rafles dans les villages. On arrêta les leaders suspects sans procès. Mais ce qui suivit fut beaucoup plus important que ce qui fut admis pendant des années. Le gouvernement colonial mit en œuvre un système de détention massive. On estime que jusqu'à 1,5 million de personnes furent déplacées ou internées dans ce que l'on appelait officiellement des hors villages d'urgence ou des centres de réhabilitation. En pratique, c'étaient des camps de concentration. Beaucoup de détenus n'étaient pas des combattants, c'étaient des paysans soupçonnés de sympathiser avec le mouvement. Femmes, hommes et enfants furent obligés d'abandonner leur foyer. Des villages entiers furent entourés de fils de fer barbelés et surveillés par des gardes armés. À l'intérieur des camps, les conditions étaient dures. Il y eut du travail forcé, des passages à tabac, de la faim, des maladies et des interrogatoires violents. Des documents et des témoignages ultérieurs révélèrent que des méthodes systématiques de torture furent appliquées. Certains détenus subirent des passages à tabac extrêmes, de la privation de nourriture, des abus physiques et des humiliations. Pendant des années, le récit officiel minimisa les faits. On parla d'un programme de rééducation pour combattre la radicalisation. Mais les archives qui furent révélées des décennies plus tard montrèrent autre chose. Il y eut une structure organisée pour briser la résistance à tout prix. L'objectif n'était pas seulement de vaincre les combattants Mau Mau sur le terrain, c'était de détruire le soutien social qui les soutenait, leur enlever leurs terres, leur enlever leur communauté, leur enlever leur dignité. Des milliers cas moururent durant le conflit, pas seulement au combat, mais aussi dans les camps. La violence ne se limita pas au Kenya. En Malaisie, dans le sud-est asiatique, la Grande-Bretagne affronta une insurrection communiste à partir de 1948. Bien qu'en dehors de l'Afrique, le conflit fit partie du même schéma impérial tardif. La prétendue urgence malaise fut une guerre contre des guérillas opérant dans la jungle. La réponse britannique fut de combiner la force militaire avec le contrôle de la population. Des centaines de milliers de personnes furent transférées vers de nouveaux villages, surveillés pour isoler les insurgés. On imposa un système d'identification, des couvre-feux et une surveillance constante. Le modèle était clair. Contrôler la population pour isoler les rebelles. Ce qui connecte le Kenya et la Malaisie n'est pas seulement la violence, c'est le moment. Ces conflits eurent lieu alors que l'Empire était déjà en retraite. On savait déjà que l'indépendance était inévitable dans de nombreuses régions, et pourtant, des méthodes extrêmes furent utilisées pour maintenir le contrôle le plus longtemps possible. Et ce ici apparaît l'une des parties les plus sombres. Quand la Grande-Bretagne commença à accorder l'indépendance à ses colonies, elle emporta quelque chose avec elle, des documents, dans ce qui serait plus tard connu sous le nom de Opération Legacy. Des fonctionnaires coloniaux détruisirent ou retirèrent des milliers d'archives sensibles avant d'abandonner les territoires africains et asiatiques. Des rapports sur les tortures, les abus et les décisions en polémique furent brûlés ou envoyés à Londres. L'intention était claire, protéger l'image de l'Empire. Pendant des décennies, de nombreux survivants kenyans parlèrent de torture et d'abus. Pendant des décennies, les autorités britanniques nièrent de l'existence d'une politique systématique. Elles disaient qu'il s'agissait de cas isolés. Mais en 2011,
des milliers de documents cachés dans les archives britanniques refirent surface. Ils révélèrent les détails de la répression au Kenya. Ils confirmèrent que le système de détention et de châtiment avait été plus vaste que ce qui était admis. En 2013, le gouvernement britannique accepta de payer des compensations à un groupe de survivants kenyans ayant subi des tortures durant l'urgence Mau Mau. Ce fut une reconnaissance tardive, mais importante. Cependant, le débat ne s'arrêta pas là. De nombreux historiens soutiennent que la violence de ces dernières années ne fut pas une exception. Elle faisait partie de l'ADN de l'Empire lorsqu'il se sentait menacé. Quand l'autorité était défiée, la réponse était la force. Ce qui rend ces guerres sales si frappantes, c'est le contraste. D'un côté, des discours à Londres parlant de liberté, d'autodétermination et de transition pacifique. De l'autre, des camps clôturés, des interrogatoires violents et la destruction de preuves. Entre 1952 et 1963, l'Empire britannique tenta de maintenir le contrôle dans un monde qui n'acceptait plus le colonialisme comme avant. Le résultat fut un mélange de négociations et de brutalité. Quand le Kenya obtint son indépendance en 1963, il le fit après une décennie de conflits. Le drapeau changea, le gouvernement changea, mais les cicatrices restèrent. La même chose se produisit dans d'autres territoires où la transition ne fut pas propre. Les guerres sales de la faim montrent que l'Empire ne tomba pas en douceur. Il s'effondra entre tension, silence et secret. Et bien qu'officiellement la domination britannique en Afrique se soit terminée en grande partie dans les années 60, les conséquences de ce siècle et demi de contrôle ne disparuront pas avec une cérémonie d'indépendance. Les frontières restèrent, les structures économiques restèrent, les inégalités restèrent. Et la question qui commence à surgir est une autre. Après 400 ans de présence britannique en Afrique, que reste-t-il vraiment? Car l'Empire peut se retirer physiquement, mais son héritage ne disparaît pas si facilement. Quand la domination britannique prit fin officiellement dans une grande partie de l'Afrique durant les années 60, cela ne signifia pas que son influence disparut. Ce qui resta fut plus complexe, plus profond et, dans de nombreux cas, plus difficile à résoudre. Les frontières que nous voyons aujourd'hui sur la carte africaine furent tracées dans des bureaux européens, souvent sans tenir compte des ethnies, des langues ou des histoires locales. Des peuples qui avaient été rivaux pendant des siècles se retrouvèrent au sein d'un même pays. Des communautés unies furent séparées par des lignes artificielles. Ces divisions ne causèrent pas tous les conflits modernes, mais elles semèrent des tensions qui influencent encore les guerres civiles et les crises politiques. Vient ensuite le Commonwealth. C'est officiellement une association volontaire de pays qui coopèrent sur des thèmes économiques et culturels. De nombreux États africains en font partie. Pour certains, c'est une relation pratique basée sur le commerce et la diplomatie. Pour d'autres, c'est une ombre du passé impérial, une façon élégante de maintenir des liens qui ont commencé sous domination. Le débat sur les réparations reste également ouvert. Des activistes et des universitaires demandent si la Grande-Bretagne devrait compenser, d'une manière ou d'une autre, les nations qui furent exploitées. Pas seulement pour l'esclavage, mais pour l'extraction de ressources et l'impact économique de décennies de contrôle colonial. Le gouvernement britannique a reconnu des erreurs dans certains cas, mais la discussion sur la responsabilité historique est loin d'être close. Dans des pays comme l'Afrique du Sud, l'inégalité économique héritée de la période coloniale et de l'apartheid est toujours visible. Au Zimbabwe, la redistribution des terres reste un sujet sensible qui se connecte directement à l'histoire coloniale. Au Nigeria, l'une des plus grandes économies du continent,
la structure basée sur l'exportation de matières premières a des racines claires dans le modèle imposé durant la domination britannique. La grande question est celle-ci. Que doit la Grande-Bretagne à l'Afrique? De la reconnaissance? Des réparations économiques? Une coopération plus juste? Ou simplement une mémoire honnête? L'Empire a pris fin, mais son héritage survit dans les systèmes politiques, les économies dépendantes, les langues officielles et les structures légales. L'Afrique d'aujourd'hui ne peut se comprendre sans ses 400 ans. Et la Grande-Bretagne non plus. Avant de conclure chez Tiempos Sagrados, nous adorons vraiment vous lire. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et si vous êtes arrivés jusqu'à la fin. À quelle heure avez-vous terminé ce voyage de 400 ans? Nous voulons savoir qui a été ici jusqu'à la dernière minute. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire complète de l'Empire britannique en Afrique. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le passé et le présent, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce contenu pour que plus de personnes connaissent cette partie de l'histoire qui n'est souvent pas racontée en entier. On se voit au prochain épisode.